FM. Le fantôme de l'opéra en ciné-concert à l'Auditorium de Lyon. Plongez dans les entrailles de l'Opéra Garnier et laissez-vous tourmenter par ce chef-d'œuvre du fantastique, magnifié par les improvisations virtuoses et passionnées du pianiste Jean-François Zigel. Le 24 mars, frisson assuré à l'Auditorium de Lyon. Le fantôme de l'opéra, un événement France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 17h07 et c'est un très bon choix parce que c'est l'heure de Par Jupiter avec Charline Vanhoenacker et toute sa bande. Bonjour Charline. Merci Léo, bonjour. C'est Lucas. C'est pas Léo. Eh ben, c'est Lucas. À bientôt Bernard. Ah bah, il est bien informé, c'est le gars de l'info, donc il sait son prénom. Hein. Sur ma fiche, il est inscrit Laetitia Gaillet. Je me disais bien que Laetitia avait un peu changé ce matin. Oui, bah, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit aussi de muter un petit peu. Après, vous avez des lunettes, c'est en commun, mais c'est vrai qu'il y avait un petit changement. Comment vous n'êtes pas voyez-vous, Patrick Cohen. Essaye de revenir. Excusez-moi Michel. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne émission, Merci Jean-Claude beaucoup. et Gérard. Toutes mes excuses, je vous embrasse chaleureusement. On y va. Salut les amis. Salut Charline. Notre invité aujourd'hui, Charline, c'est Oui. Michel Lebris, c'est un poème. Non, c'est pas un poème, c'est un écrivain. Ah mais oui, bien sûr, c'est un vieux marin des lettres. Oui, alors attendez, parce que moi personnellement, je n'arrive pas bien du tout à le cerner. Comment ça Regardez, quand il était jeune, il était maoïste. Oh, quelle horreur. Ah, c'est génial ça. Et puis tard, il a fait HEC. Ah, ça c'est Ah intéressant. non, c'est nul, fils à papa, au bûcher. Attendez, c'est pas fini parce Quoi que bon, il est né à Plougasnou. Oh, comme c'est pittoresque. Pour ensuite aller habiter Versailles. Oh non, bah pitié, au secours. Non, et pour couronner le tout, il a participé à la Fondation de Libération, il a côtoyé Sartre ou Godard. Les plus grands. Les plus chiants, oui. Et après, il a fait de la prison. Ah, voilà, ça c'est mon Michel, ça. Ah bah oui, puis alors toi forcément tu t'y connais en petite délinquance. Eh En tout cas, oh. moi là, je suis complètement perdue parce que moi je fais quoi avec tout ça là? Bon, les enfants, c'est Ouais. pas très compliqué. Michel Lebris, c'est un mélange de druide celtique et de capitaine de chalutier. Hein Vous voyez J'ai rien, là, c'est-à-dire. Mais si, il a la sagesse du premier, la ténacité du second, incorruptible comme la coque d'un cargo. Oula, Il oula. mène sa barque depuis Ouais. 30 ans dans la littérature. Attends, non, mais attendez, pour en revenir à l'interview là. Oh, la métaphore maritime, je me dépasse. Oui, voilà, c'est surtout le fondateur du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Alors, Ah, bah, évidemment, d'accord, bah, alors on va ouais. faire bonjour la France Inter, bienvenue dans le bateau pirate de l'actualité. Mais justement, c'est un capitaine de croisière ou c'est un pirate alors? Ouais, je sais T'as pas. qu'à parler de chalutier. C'est pas chic, mais ça fait neutre. Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui swipe l'actualité dans la story de la blague. Et voici les 3 informations qui, comme moi, n'ont rien compris à ce que je viens de dire, mais ça fait tellement start-up. L'armée est appelée en renfort samedi, pas pour le maintien de l'ordre, nous promettons, mais pour... pourquoi d'ailleurs? Pour une sorte de contrôle des foules. Voilà, Castaner est soulagé. Oh, mes petits troufions, comme ça me fait plaisir de vous voir. Un nouveau magazine trimestriel apparaît en kiosque, il s'appelle Zadig. Il fait partie de ces nouveaux journaux qui prennent leur temps, qui approfondissent très très profond et qui s'inscrivent donc à contre-courant de notre boulimie de hot news. C'est du journalisme total. Voilà, c'est bien dit. La science se penche sur les bienfaits de la lecture pour nos cerveaux. La recherche est bien moins poussée dans ce domaine que sur les effets de la musique ou du sport sur nos neurones. La lecture change notre rapport aux autres, même quand on part de très loin. Ah, t'es bien placé pour savoir que les livres font beaucoup de dégâts autour de soi. Voilà. Dans l'espoir de convertir le roi de la Brève au temps long, nous l'avons chargé du dossier littéraire aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien pour ça j'ai besoin d'une belle équipe évidemment autour de la table. À 17h20, celle qui se plaint parfois de son âge pour écouter de la musique de jeunes, alors que c'est la blonde platine qui n'a pas de carte vermeille. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Ça commence bien. Le réel dans la musique aujourd'hui. Voilà, à 17h30, celui qui aime faire changer les gens d'avis alors que lui n'a pas changé le sien depuis 89, c'était la chute du mur. Bonjour Guillaume Meurice. C'est normal parce que j'ai raison. Bonjour. Et ben bonne nouvelle, hein, on l'a dit tout à l'heure, Macron va envoyer l'armée dans les manifs et face à ça, comme d'hab, les Français sont mesurés. Il tire dans les tas. Voilà, le pragmatisme à la française. Très bien. Et à 17h40, celle qui relie l'actualité à la littérature aussi bien que Raphaël Glucksmann relie la gauche à son propre parti, c'est Clara Dupont-Moreau. Bonjour. C'est-à-dire avec talent. Mais je ne vous le fais pas dire. De quoi on va parler? On va parler de déclaration d'amour et de littérature. Très bien. Peut-être un lien avec l'invité. Eh ben, voici le capitaine de l'Open Space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Michel Lebris. C'est lui. C'est Michel. Oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Michel.
Bonjour. Bonjour. Je vous appelle Michel parce que nous avons eu un débat dans l'équipe. Dit-on le Brice ou le Brie? Vaste question. À Rennes, on dit le Brice, à Paris, le Brie, et dans le Finistère, le Brise. Ah. Donc, on adapte. C'est pour ça qu'on vous appelle Michel. Voilà, que préférez-vous, Michel? Wow. Les trois vous vont. Eh bien, on dira les trois pendant toute l'émission. Comme ça, on va varier. Alex Vizorek a lu votre livre Pour l'amour des livres, paru chez Grasset. Voilà, Pour l'amour des livres, un titre évidemment qui dit presque tout ce que raconte le livre. Ça commence dans un hôpital. Vous vous réveillez de la morphine encore dans le corps et vous découvrez une chose que vous n'aviez jamais imaginée, ne pas savoir lire. Oui. Et c'est là qu'est la genèse de ce bouquin. Oui, parce que j'ai passé une nuit un peu bizarre près d'un géant qui ne pouvait pas s'endormir, et donc qui mettait une chaîne 23, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait des serial killers, des gens qui découpaient des membres à la tronçonneuse, qui éventraient des femmes dans des hurlements épouvantables. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je réussirai pas à dormir de toute manière, j'essaie de bouquiner. Et puis là, tout d'un coup, je découvre que ça n'est plus qu'une masse grise, que je ne vois plus rien, que je ne distingue plus les caractères. Vous dites, sans lire, sans me lire, je ne pourrais plus écrire, en somme, j'étais mort. Ben oui. Page 9. Comment écrire si vous ne pouvez pas lire ou vous lire J'ai passé, disons, une drôle de nuit. Le matin, le chirurgien est passé, très en forme. Alors, comment ça va, tout ça? Je lui dis, ah bon, je vous l'avais pas dit. Le cerveau, on vous a tripatouillé un peu le cerveau, donc maintenant, il va falloir que le cerveau reconnecte un petit peu toutes les perceptions. Ne vous inquiétez pas, d'accord, mais j'avais passé une nuit qui... Tout d'un coup, j'avais réalisé qu'en fait, en dehors des livres, d'abord, je ne sais rien faire d'autre, et que je m'étais construit entièrement à travers le livre, c'était toute ma vie, et j'ai repensé à tout ce... Et donc mes dettes à régler aussi envers des écrivains, des instituteurs, des profs, etc. C'est parti de là, tout simplement, avec une autre idée derrière. C'est qu'est-ce que la littérature engage d'une idée de l'être humain, de sa propre grandeur, qui me paraissait une idée centrale, nécessaire aujourd'hui, parce que je ne crois pas que la crise elle soit simplement financière, etc. Elle est plutôt de l'idée qu'on se fait de soi et des autres. Et ça se joue dans la création artistique, dans l'idée d'une grandeur intérieure de chaque personne. Voilà, c'est ça le point de départ. Et votre idée de la littérature, vous la devez à cet homme, cet instituteur, qui vous donne et l'envie de lire et l'envie d'écrire. Ah oui, c'est-à-dire l'envie d'écrire. Parce qu'il vous dit, c'est venu un petit peu avant, puisqu'on m'offre La guerre du feu de Ronnie Henné. Je ne sais pas si on lit encore ce livre-là, mais c'est un truc prodigieux. Collection rouge et or. J'en ai 10 exemplaires au moins à la maison. Chaque fois que j'en vois un, je le rachète. On ne sait jamais. Dans l'enthousiasme, je remplis un cahier entier, la première rédaction. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce qui te prend? Donc je lui explique. Et là, il a cette réponse étonnante. Écoute, si tu as envie d'écrire d'autres trucs, parce que moi je donne des sujets, mais enfin bon, si tu as envie d'écrire autre chose, tu peux le faire, ce qui compte c'est d'écrire. Et puis peu de temps après, il me dit, bon, tu as beaucoup de livres, on vivait dans une quasi-misère à cette époque-là. Je dis, tu peux prendre ce que tu veux dans ma bibliothèque. Et quand il disait ce que tu veux, c'est lui, ce principe de choix, c'était tu ouvres, si ça t'intéresse, tu lis, si ça t'intéresse pas, tu lis pas. C'est comme ça que j'ai lu La condition humaine à l'âge de 10 ans, La Terre de Zola, ma mère a failli s'évanouir quand elle a lu les premières pages de La Terre, en disant, on va voir Monsieur Rospard tout de suite, il lui avait dit, il faut le laisser, je comprends pas ce qui se passe dans sa tête, mais il faut le laisser. J'ai eu ce sujet libre pendant 4 ans, comme ça, et il a fait de moi quelqu'un d'à peu près irrécupérable. Il disait, il faut défendre ses opinions jusqu'à la mort s'il faut, sauf si on te démontre que tu as tort, mais autrement, il ne faut jamais céder. Ce qui m'a... par la suite, ce qui m'a créé quelques problèmes avec certains profs de français. Que pensez-vous, telle phrase de Monterland, tout ça? Je pense que, sous-entendu, c'est une belle connerie. Monsieur, on ne dit pas ça, on dit ceci, petit 1, petit 2, conclusion. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Bref, ça a été compliqué. Vous avez appris à désobéir
avec les livres. Ah ben oui, ça, c'est fait pour ça quand même aussi. Ouais, exactement. Oui. Et vous parlez surtout des écrivains qui vous touchent, et en exergue c'est Hugo, et vous prenez cette phrase: il y a dans l'admiration je ne sais quoi de fortifiant qui définit et grandit l'intelligence. C'est un livre d'admiration aux écrivains que vous avez fait. Vous parlez de Stevenson. Oui, tout à fait. Mais ce qui me frappe, c'est que Hugo, c'est Michel Tournier, c'est que quelques-uns des grands que j'aime bien ont écrit sur cette nécessaire admiration. Ça change des petits marquis qui se croient les centres du monde, les génies, et qui ignorent résolument tout le reste. Nous sommes les héritiers. On est dans un bruissement immense comme ça, et notre responsabilité est de prolonger cette histoire-là, ce qui s'est joué dans cette aventure de la littérature. Et de la passer. Vous voulez que les gens lisent aussi des livres que vous avez aimés. Vous voulez passer aussi, plus que prolonger. C'est un parcours, c'est comment moi je me suis fait à travers ça. J'entendais, quand j'étais à l'université, les maîtres penseurs qui est tout texte est le produit de ces contextes. Moi, je disais, non. Qui sont cons, ceux-là? Oui, pour le coup, oui. Vous, c'est le marquis de Sade et le diable au corps. Ça va très bien depuis. Et texte, ce qui échappe à ces contextes, au contraire, et qui traverse les siècles, les langues, les cultures, etc., et qui témoigne de quelque chose dans l'être humain qui traverse tout ça et qui y échappe. C'est l'affirmation d'une liberté intérieure de l'être humain, tout simplement. C'est pas rien. Et Hugo en parle de manière absolument extraordinaire. Ce qu'il dit d'une autre manière aussi, à penser pour les temps présents, la foule est souvent le pire ennemi du peuple. On va y revenir, tiens, c'est intéressant. Oui. Pour l'amour des livres, c'est paru chez Grasset. Michel Lebris. Michel Lebris, aussi créateur du festival littéraire Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Il est avec nous jusqu'à 18h. Il y a aussi Clara Dupont-Moreau qui a lu son livre paru chez Grasset. Il y a Mélanie Bauer, Alex et Guillaume sur l'armée, sur le terrain. C'est France Inter. As long as you don't tie dragging my bag or dropping a bomb on my street. Come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. The Pretenders, Middle of the Road. Oh non, nous ne faisons que commencer. Nous ne sommes pas encore à la mi-temps de cette émission de Par Jupiter sur France Inter, dont l'invité est l'écrivain Michel Lebris. J'ai prononcé de quelle manière, là? Rennes. Rennes. Plutôt rennaise. Oui, 17h21 à Rennes pour
entouré Michel Lebris, comme on dit à Paris. Voilà, et bien Mélanie Bauer qui parlera musique, Clara Dupont-Moreau qui parlera du livre de notre invité. Michel Lebris, Finistère Sud. Et Guillaume Meurice, évidemment, n'arrive pas à s'en débarrasser. Finistère Nord. Un jour, ils seront obligés de travailler plus longtemps. Il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. Le journal de presque 17h17. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. Et on commence par les titres. Alexandre Benalla a été mis en examen pour son selfie avec une arme. Oui, et vu l'épaisseur du dossier judiciaire, c'est plutôt l'arme qui a fait une connerie en faisant un selfie avec Benalla. Le Sénat a transmis le cas de Benalla à la justice car le Sénat le soupçonne de faux témoignages. Oui, ses passeports, son brassard de police, ses témoignages. Chez Benalla, tout est aussi faux que chez Kim Kardashian. Est-ce qu'il y aura de vraies brèves? Oui, car les brèves, c'est comme les rebondissements dans l'affaire Benalla. Il y en a tous les jours des nouveaux. Et on commence par une éphéméride. Cette semaine, ce sont les journées de la schizophrénie. Oui, on passe le bonjour à Franck Dubosc qui en attend avec impatience son avis du jour sur les gilets jaunes. Sans transition, le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a été intronisé aujourd'hui. Et à cette occasion, Christophe Castaner s'est adressé à lui pour lui dire « Votre première mission, maintenir l'ordre public dès samedi. » C'est pas mal comme mission, ça. Dommage qu'il n'y ait pas pensé avant. Castaner a surtout demandé au nouveau préfet de police de Paris une impunité zéro. Ah oui, ça veut dire que cette nuit, Richard Ferrand risque de dormir en garde à vue. Politique à gauche. Oui, Ségolène Royal, elle était sur RTL ce matin et elle avait un avis assez précis sur les Black Blocs. Les Black Blocs ne sont pas des terroristes, mais ils sèment la terreur. Et donc c'est la même chose. Pas des terroristes, mais ils sèment la terreur, donc c'est la même chose. À ce compte-là, la coiffure de Laurence Bloch peut être considérée comme du terrorisme. International à présent en Italie. Un homme politique ouvertement hostile à la vaccination obligatoire est à l'hôpital car il a attrapé la varicelle. Ouais, comme on dit dans ces cas-là, karma is a bitch. Économie maintenant en France. 2018 est une année en demi-teinte pour les ventes de champagne. Oui, en même temps, il faut rappeler que Carlos Ghosn a passé pas mal de temps en prison cette année. Aussi ça. Toujours en Italie, vous savez, le financement de la Scala de Milan par l'Arabie Saoudite a fait grandement scandale. Et bien, on apprend que la Scala rend ses millions à l'Arabie Saoudite. Oui, je crois même que pour le coup, à l'entrée de la Scala, il est désormais écrit « La maison n'accepte plus les chèques ». Excellent. Oui. Alors j'avais aussi, les détracteurs ont crié « Scala Wagbar ». J'avais aussi. Excellent. Il y en a d'autres? Non, on s'arrête là. On passe au sport. On passe au sport alors. On a appris ce matin que Paul Pogba avait offert à chaque membre de l'équipe de France championne du monde une bague reprenant le drapeau français avec des saphirs, des diamants, des rubis. C'est très très élégant. Pogba a expliqué son geste. Voilà, un petit geste comme ça, c'est vraiment rien. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est la vie et cette bague, tu peux la perdre. Et tu vois, la Coupe du Monde, tu perds pas ça. Si, tu peux la perdre, la Coupe du Monde. Je t'assure que tu peux la perdre. Sport toujours. Florent Manodou annonce son retour à la compétition de natation après 3 ans d'absence. Ouais, 3 ans, c'est donc aussi le temps qu'il faut pour que disparaissent des traces de PO dans le sang apparemment. Et des brèves. Oui, Écosse. C'est gratuit. C'est absolument gratuit. Si vous le prenez dans la rue, vous en collez vite, vous allez voir. Victime, alors ça c'est assez fou, victime d'un AVC, un fan des Iberians, c'est un club de foot écossais, retrouve la parole en insultant les Hearts, qui est l'équipe adverse. C'est génial. Peut-être il suffirait que Sarkozy rende visite à Jacques Chirac pour qu'il aille mieux. La dernière en Argentine, 20 jours après la noce, elle tente de tuer son mari. On souhaite évidemment une meilleure fortune à l'Union Place Publique Parti Socialiste. Merci Alex Vizorek. De rien, Charline Vanhoenacker. Il est 17h25, même en Bretagne, nous avons Michel Lebris avec nous en notre compagnie. Et à la 19e semaine de manif, samedi, là, on en est au stade de faire appel à l'armée. Donc, l'armée a été formée dans les années 2000 au contrôle des foules. Mais c'était au Kosovo et en Côte d'Ivoire. D'où cette question, la vie des Français est-elle en danger? Cette question, elle est notamment soulevée par le journal de droite L'Opinion, qui se demande aussi si c'est une manière de mettre sur le même pied un délinquant et un ennemi. Hier soir, François Bayrou, à la télévision, est parti en première ligne pour défendre le recours à l'armée de terre. Extrait. Alors, on va commencer par vous, colonel. Est-ce que vous pensez que, bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même fêter un de ces 4 quand même? Hélas, non. Là, je crois que les choses vont stagner dans la mesure où, de toute façon, les forces ennemies éventuelles seraient bloquées
par une barrière logistique infranchissable. Je veux parler bien sûr des lance-missiles A-10 Thunderbolt, placés ici, des Mirage sol-sol-air, sous-sol M1, placés ici, et bien sûr des M66 BV12 qui sont toujours opérationnels sur le terrain. Donc pas d'évolution possible. Et il vaut mieux en rire, hein, c'est les inconnus. Michel Lebris, vous pensiez un jour voir l'armée intervenir sur les Champs-Élysées autrement qu'un 14 juillet ? Bon, non, pas spécialement. Bon, l'armée, on la voit dans les gares et les trucs. L'opération Sentinelle contre régulière. les Ce qui terroristes. m'interpelle un peu, c'est vu qu'ils n'ont aucun autre matériel que leurs fusils. Qu'est-ce qui se passe s'ils se font agresser? Ils tirent dans le tas ou ils se battent au corps à corps ou à l'arme blanche? Enfin, je comprends pas très bien là. Ou à moins que, évidemment, ils exigent qu'on leur amène dardard des forces de l'ordre pour les protéger de l'agression dont ils sont les victimes. S'ils appellent les flics, oui, peut-être. Oui, il leur reste plus que ça à faire. J'imagine que les Black Box là vont n'avoir qu'une envie, c'est se les taper, vu qu'ils se doutent bien qu'ils vont pas tirer. Oui. Ils sont ni équipés ni entraînés au maintien de l'ordre. Et je décide, allez hop, une petite rafale là-dedans et ça va les calmer pour un bon bout de temps. Je sais pas, mais c'est un peu curieux. Et inquiétant quand même. Quand on fait appel à l'armée, oui, on est toujours très inquiet. C'est largement de la com, je pense, parce que... Un aveu de faiblesse, peut-être ? Le problème, c'est comment faire pour arrêter. Ce qui est sûr, c'est que quand même, ceux qui prennent la responsabilité de ce qu'ils font, il faut qu'ils l'assument aussi. Il ne peut pas rester chaque week-end à regarder tout dévasté, etc. Mais... Vous qui aimez les épopées, les grands auteurs, les Hugo, les Stevenson, est-ce que c'est un côté romanesque, c'est ce mouvement des Gilets jaunes, le côté acte Moi, j'ai été extrêmement touché au début. D'abord par les femmes, parce que c'est le gros problème qui sortait, que moi j'entendais de tous côtés, c'était les femmes seules avec des gosses qui étaient réellement dans la détresse. On n'en cause plus beaucoup d'ailleurs, mais c'était ça au départ. Et puis j'étais touché par ce truc des rassemblements sur les ronds-points. On parle de France fracturée. Là, on avait le spectacle d'une France qui se réunissait autour de ces ronds-points. Après, la suite, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce de liquéfaction progressive. Michel Lebris, justement, vous disiez tout à l'heure, la foule est l'ennemi du peuple. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être rapidement donner une définition de l'un et de l'autre, selon vous? Tel que l'entendait Hugo. Avec cette idée qu'il y a une dimension de grandeur en chaque être humain qui le lie aux autres. Un poème, c'est quelque chose qui exprime une singularité qui pourtant communique à tous. Ça, c'est la dimension de grandeur de l'être humain. Et puis, il y a la foule, qui est la foule du lynchage, la foule des dénonciations, des femmes tendues à Libération, des lettres anonymes, de la démocratie supposée directe, de la petitesse de chaque individu, aussi mu dans un mouvement comme ça, sans jugement, et on ne peut pas confondre les deux, ça c'est clair, même si parfois les deux cohabitent en une personne. Mais quand j'écoute la télé, j'ai l'impression que je vois des tas pour dire franchement, d'abrutis, qui passent en s'autorisant, le mec avec la casquette à l'envers, là, qui va finir par croire que la France est gouvernée par des extraterrestres. Casquette à... Ah oui. Maxime Nicole. Peut-être parce que vous regardez trop la télé. Il y a un autre mouvement, Non. Ma femme s'inquiète beaucoup, passe son temps à regarder ça en boucle. Moi, non, j'en ai absolument ras-le-bol. J'ai ras-le-bol aussi de la complaisance invraisemblable à l'endroit, parce qu'évidemment, pour les chaînes en continu, il faut que ça saigne, il faut que ça cogne. S'il n'y a pas de flamme, ça n'a aucun intérêt. Et on cherche les plus abrutis pour faire les déclarations les plus absurdes. Et on vous sent énervé, Michel. C'est certain. On va envoyer l'armée, Michel, calmez-vous. Dans ces cas-là, on passe à la musique. Et comme ça, on apaise tout le monde. Mélanie Bauer. Ce ne sera pas beaucoup plus joyeux. Ah, super. Allez, il est 18h, on passe à l'information. Puis les Gaules, c'est bon. Mais où donc est passée la chanson à texte? Le discours militant, la conscience du chanteur miroir de sa génération? C'est une question qu'on m'a posée souvent. Où sont les artistes engagés? Eh bien, ils sont cachés.
Il faut faire un petit effort pour aller les trouver. Ce fut fait sur France Inter il y a quelques mois. Dans Foule Sentimentale, Didier Varro recevait Gontard pour son deuxième album. Tout naît, tout s'achève dans un disque, du rock rap parlé, tendu comme un baba face à Charline Vanhoenacker, agressif parfois, désespéré souvent. Mais à la différence des grosses têtes des médias, il est créatif, Gontard. Il écrit beaucoup, vite et bien. Le revoilà donc avec un troisième disque le 26 avril qu'il définit dans le journal L'Humanité, charmé par ses portraits de prolétaires, comme du journalisme pop, du réel dans la musique. Depuis le temps que je le dis, tout était là qui se tenait devant nos yeux. Fallait juste tout mettre en musique. Il y a eu des coups de feu au camp des gens du voyage au nord de la ville ce matin. Un homme a fait une crise cardiaque sur son lieu de travail. 3 tonnes de cuivre ont été volées à proximité de la gare. Au rond-point du Lidl, un homme a percuté une voiture et a pris la fuite. Non loin de là, un père de famille exaspéré par les petits trafics et les nuisances sonores a sorti une hache en bas de son immeuble. Il l'a brandie en direction des jeunes sans faire de blessés. La patrouille de France est intervenue pour calmer les esprits. Un dealer de 19 ans a été arrêté et écroué. Il était en sursis. Ça se passe pas bien, quoi. La musique du réel raconte l'histoire d'une petite ville de 33 000 habitants, Gontard-sur-Misère, avec son maire ultra-droite, son Dauphiné libéral, ses amours tristes et ses notables, vus par le prisme de son chanteur loser de 40 ans, également documentaliste dans un lycée professionnel. Gontard, 100 fois découvert, 1000 fois oublié. Je suis chanteur de variété. Je traîne mes guêtres depuis des années. Dans les coulisses, des bureaux, des cabarets et des studios. Parce que le succès m'a oublié. Je ne suis rien dans ce métier. Les femmes, les photos et l'argent, pour moi ça ressemble à du vent. Découvert presque 100 fois et oublié plus de 1000 fois. De gros messieurs très paternels m'ont dit Gontard, tu es presque... 2029, c'est le titre de ce nouvel album. Oui, parce que dans 10 ans, rien n'aura changé à Gontard-sur-Misère. Alors ici, on n'a pas de grandes idées pour arranger les choses. On ne fait pas des statistiques, des probabilités. Non, on raconte les gens, les galoches avec des lèvres sèches, les petits profits qui mènent au grand drame, la mesquinerie de la lutte des classes à petite échelle, l'hôpital qui tue et le chômage. Gontard, c'est le naturalisme du slam, la chanson moderne des invisibles. Il y a l'usine qui ferme, que fera papa sans sa pointeuse? Le travail, c'est comme l'hypnose, tu vas dedans, tu sais pas toujours pourquoi. Puis quand ça s'arrête, ça fait tout drôle. Mon père, à 50 ans, ce petit dernier pointe à la mission locale tous les lundis matins. Sur la chaîne, c'était le meilleur, les meilleurs chiffres, les plus belles pièces. On lui a dit qu'il y avait un nouveau sauveur libéral. Il s'appelle Kevin Malaise. Il fait des jeans et des chaussures éco-conçues. Il paraît qu'il traite bien ses salariés. Si mon père veut une place, il faudra qu'il aille chez le coiffeur et qu'il passe au marché s'acheter des fringues. Les gens sont beaux là-bas. Les années de chômage, lui, l'ont pas arrangé. Bon, alors évidemment, c'est pas joyeux. On est bien loin des nuits parisiennes, chères à nos hommes politiques, champagne et boum-boum électronique. Ici, on danse dans des foires à cons, en buvant du torboyau. On aime le rap américain et les guitares, la précision du texte, et on ne cherche pas à plaire. D'ailleurs, on ne plaît pas. Et on s'en fout, parce que l'important, ce n'est pas de vendre, c'est d'exister. Avant de se lancer dans un concept album autour d'une ville, vaut mieux rien laisser au hasard, sinon on se fourvoie dans du gadget. Alors c'est sûr, t'en vendras des galettes, mais c'est creux, c'est le néant. Avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, Gontard-sur-Misère, par la sociologie, par la psychologie, avec comme point d'appui la presse locale. Ici, le Dauphiné libéré, quintessence du rien, boujado crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individualiserai la ville, avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Il faudra planter le décor, bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts, photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements et les derniers hivers. Gontard-sur-Misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes, Léopold Nord et vous,
Et les troducs de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. À la base, cette foire a été créée en 1930, en pleine crise économique, pour relancer l'industrie de la chaussure qui se cassait la gueule une première fois. Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral. Plus loin, là-bas, ils avaient la farge et la cimenterie. Ici, c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, il s'est bien fait du blé. Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde. Puis il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, c'est chômage de masse, attrape-couillon. Gare TGV, la grande agglo, Narco Avenue, 2084. Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques, moins de structures publiques pour un désendettement efficace, selon les affameurs de la Cour des comptes. Ça tente des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants pour faire rentrer des devises. C'est complètement con ce parrainage. Y a pas un Pékin en ville. Y a pas un Pékin en ville. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, faut pas lire la fiche Wikipédia de Compteur sur misère. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons. Pour faire une chanson, il faut planter le décor. Je veux planter le décor. Il faut planter le décor, mes amis. Plantons le décor. Plantons tous les décors. Une chanson, planter le décor. Et pas lire la fiche Wikipédia. Planter le décor. Ça rend fou. Planter le décor. En compte les maisons. Il faut pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur misère. Faut planter les décors. Ça rend fou. Ça rend con. Gontard 2029, ça sort le 26 avril. Vous êtes bien sur France Inter. Alors là, vous y êtes bien. Jusqu'au Mélanie bout, vous y êtes sur France Inter. Merci Mélanie. Michel Lebris est en notre compagnie, l'écrivain, le fondateur du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Il est avec nous. À côté de vous, Michel Lebris, il y a Guillaume Lebris. Oui, c'est moi. Dans ma chronique de lundi, j'ironisais sur une probable guerre civile en France suite à l'incendie du Fouquet, ce qu'on appelle ici la cantoche à Clara. Bonne nouvelle, Macron nous écoute puisqu'il a décidé d'envoyer l'armée face aux manifestants. Bien joué gros, ça c'est de la poigne. Élire avec les urnes, gouverner avec les burnes, c'est le nouveau slogan de la République. Liberté, égalité, tir de mortier, c'en est un autre. Le gars cherche donc à apaiser les tensions avec des militaires. Belle tentative qui n'est pas sans rappeler celle de Gérard Depardieu qui lutte contre son cholestérol avec des rillettes au beurre. C'est ça la France, c'est l'audace. Et je le sais parce que la France, je l'interroge tous les jours. Et encore ce matin, je l'ai constaté. Écoutez, pour ou contre l'armée dans les manifs. L'armée, dans les manifs, oui, pour de l'encadrement, mais désarmée surtout, quoi. Pas avec des fusils, quoi. Hein. Ah, donc il faudrait de l'armée désarmée. L'armée désarmée. Mais alors, ça serait quoi? Il serait juste en treillis et c'est tout? Ils seraient en treillis, ils aideraient la police à maintenir l'ordre. Alors, comment ils feraient à la force de leurs bras? Je pense que s'ils sont suffisamment nombreux, à la force de leurs bras, ça suffit. Hein. Voilà, on est sur un vrai et en même temps. Hein. Ça, c'est vraiment Macron. Enfin, en tout cas, c'est Macron avant qu'il se prenne pour le général Bijard. Mais voilà, des militaires, mais sans rien pour riposter. Alors, en ce cas, on peut être aussi pour la torture avec des câlins, voire la déportation, mais dans des endroits cool. Voilà, ça, c'est l'audace à la française. D'ailleurs, on continue avec une française. Moi, je suis d'accord. Ouais. J'aurais même dû le mettre plus tôt. Ah ouais, vous pensez? Ouais. Moi, il y en a assez, là. Ça dure trop longtemps. Et puis, c'est une très mauvaise image de la France. Mais est-ce qu'envoyer l'armée dans les manifs, ça donne une bonne image de la France? Pas interdire, carrément, moi. Interdire les manifs? Oui. Voilà, alors là, encore une meilleure image de la France. Hein. Là, s'ils nous écoutent en Corée du Nord, là, on a la cote, c'est sûr. Poutine est en train de se dire, putain, je vais passer pour un gland avec leurs conneries. Et voilà, ils sont en train quand même de nous faire regretter Charles Pasqua. Ça, c'est quand même un bon exploit. Autre analyse sur l'armée dans les manifs. Je comprends qu'on fasse appel à l'armée, enfin ça me choque pas plus que ça. On sent bien que la volonté des Gilets jaunes, c'est qu'il y a un mort, qu'il y a un martyr, qu'on en parle après pendant 6 mois, comme ça a été le cas dans le Tarn, là, pour l'histoire du barrage. Bon. Vous pensez que les Gilets jaunes cherchent à mourir? Ils cherchent effectivement à ce qu'il y ait une victime chez eux pour la martyriser. Voilà, évidemment, on connaît la stratégie, hein, on l'a vu dans les manifs des Gilets jaunes, se jeter dans les matraques, hein, essayer de rattraper des grenades avec leur nez. Il y a une stratégie qui consiste à mourir de la part des Gilets jaunes. D'ailleurs, il y en a qui font qu'un repas tous les 3 jours. C'est des gens qui cherchent la mort, de toute façon, les Gilets jaunes depuis le début. Et Macron veut les aider, hein, aider certaines personnes du peuple. Oui, je suis pour qu'on arrête un peu ce chambardement, là, ça commence à bien faire. Hein. Oui. Ah oui, là, il est temps. Hein. Mais alors, comment on l'arrête, ce chambardement? Les militaires, c'est ceux qui ont l'habitude d'assurer la sécurité. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La discipline, c'est important, monsieur.
Oui, bah ça oui. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Pour n'importe quoi, ils n'ont pas cotisé pour leur retraite. Attends, parce que je suis pas là non plus pour me faire engueuler. Ah bah un peu quand même. Hein. Oui, bah, j'étais à 2 doigts de me prendre un coup de hanche en plastique. Bon, bah, c'est vrai, je le dis aux gilets jaunes, il a raison ce monsieur, faut cotiser pour la retraite, hein, les gilets jaunes, notamment celle de ce monsieur, parce que du coup il est énervé, il va vous envoyer l'armée, et c'est vrai que le sujet est tant d'axes, c'est pas le seul à être énervé contre les gilets jaunes. Tous les mettre en prison, Ah. c'est ce qu'on attend là. L'armée et puis les descendre. Un bon à rien, nul. Bon, et alors, et sur l'intervention de l'armée? Il y a longtemps qu'ils auraient dû le faire. C'est vrai l'armée, ouais? Oui, il y en a marre. Hein. Je sens qu'il a envie de prendre l'uniforme. Si on lui file un uniforme, on lui file une carabine, il y va. Il y en a une planquée sous son lit, à mon avis. Je vais vous dire, moi-même, j'étais pas rassuré. J'étais à 2 doigts de demander la protection d'un flic. Mais voilà, un gilet jaune devant un commando marine, c'est intéressant. J'ai continué avec ce monsieur, j'ai pris des risques. Ça suffit comme ça, les risques. Ça suffit. On en crève de ces conneries. Qu'ils aillent en Amérique, vous verrez. Il ne faut pas de quartier, ils dégainent et ils tirent. Et ça serait possible en France selon vous? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? La question est posée, on s'interroge. On est avant tout un peuple de philosophes. Hein. C'est vrai qu'on se pose des questions. Voltaire, Rousseau, Samina Seri. Voilà, la violence en politique est étudiée de près depuis des années. Allez, terminons avec une dame, hein, toujours donc pour l'intervention de l'armée. Même s'il y a des gilets jaunes dans sa famille? Il n'y en a pas, donc... Mais imaginons. J'imagine rien du tout, c'est pas possible. Et qui se faisait tuer? Bah, écoutez, s'ils se font tuer au combat, c'est qu'ils sont plus de mon côté, donc j'irai prier pour eux. Bon, bah écoutez, on priera pour eux, hein, comme on prie aujourd'hui pour la devanture du Fouquet, tombée au combat la semaine dernière. Mais on prie moins pour les 15 000 personnes qui meurent tous les ans dans le silence de leur chômage. Aux manifestants, toujours les tirs de balles. Au pouvoir, toujours les trous de balles. Merci Mayakovsky, Guillaume Meurice. 17h42 sur France Inter. Guillaume, qu'on le retrouve avec toute l'équipe de Par Jupiter dans le Jupiter Show qui sera diffusé ce samedi à 19h20 sur cette antenne où Guillaume fait un sketch en duo avec Clara notamment. C'est un spectacle inédit enregistré à Saint-Étienne et sachez que ce soir à partir de 19h sur franceinter.fr et sur Facebook vous pouvez découvrir les coulisses du Jupiter Show dans un documentaire réalisé par Lou Girardot. Michel Lebris est en notre compagnie, on va aborder le deuxième sujet avec vous, Michel. Un nouveau journal vient de garnir nos kiosques. Un trimestriel baptisé Zadig, lancé par le même initiateur que le 1 ou America, soit du journalisme littéraire, du recul, du temps long, pour prendre la départementale quand on est fatigué par les autoroutes de l'information. Qu'est-ce que du journalisme au long cours? Est-ce de l'enquête? Ils veulent que j'aille à Las Vegas tout de suite, prendre contact avec ce photographe portugais nommé Lacerdin. Tout ce que j'aurai à faire, c'est m'installer dans une suite insonorisée. Toute cette histoire sans le merdier. Va te falloir une tonne de conseils légaux avant la fin de cette aventure. Ah ouais? Étant ton avocat, je te conseille de louer une voiture rapide, une décapotable. Il va te falloir de la cocaïne, un magnétophone pour passer notre musique, des chemises tropicales. Tu dois te tirer de Los Angeles pour au moins 48 heures. En plus de ça, il faut nous armer jusqu'aux dents. Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Michel Lebris, vous avez collaboré aux fondations de ce qui allait devenir le journal Libération avec Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, les journaux qui se montent, qui se créent, qui garnissent nos kiosques, beaucoup sont maintenant du temps long, presque des nouvelles quand il y a du reportage. Par exemple, dans Zadig qui sort, Maëlys de Kerangal rapporte un reportage du Havre. Alors pour nous informer, quelle est la force d'un article d'écrivain par rapport à un article de journaliste, peut-être? Il arrive aussi qu'il y ait des journalistes qui sont écrivains quand même. L'aller-retour est évident entre les deux? Ça dépend du regard, ça dépend du temps passé, ça dépend de la manière de ne pas céder à la rumeur, aux idées toutes faites, d'y aller voir. C'est toute l'histoire de la création de Libé, etc. C'était ce rêve de mettre entre parenthèses les certitudes, d'aller se frotter au réel pour apprendre de lui. Et déjà, on discutait à cette époque-là avec Sartre, etc., de l'écriture du fait divers, de la puissance de la littérature à rendre compte du réel. Et bon, peut-être que Libé a un peu changé au fil du temps. Disons, alors, ils ont publié récemment un Libé des écrivains, ce qui a en partie
répondu à ça. Avant Étonnant Voyageur, j'avais créé une revue qui s'appelait Gulliver, trimestrielle, faite de textes d'écrivains pour dire le monde comme ça. On avait tenté de faire un MOOC, ça s'appelait pas comme ça encore aussi, justement avec les écrivains de la grande famille d'Étonnant Voyageur. Un MOOC, c'est donner un cours par Internet, grosso modo, hein, c'est ça? Non, c'est la fusion entre un magazine et un livre. Ah, pardon, d'accord. Magazine, book, ça fait oui, d'accord. On a failli. Il n'y a pas un homonyme MOOC avec les cours par Internet? Je crois que c'était ça aussi. Non, mais c'est comme 21, etc. On a failli le faire à ce moment-là. Et on n'a pas eu l'argent, mais ça s'est fait ailleurs, donc c'est très bien. Et ce que fait Photorino, là, le 1, America et ça doit Zadig, vous plaire, ça, notamment America, ça ouvre sur le monde. Oui, mais Zadig, c'était aussi, c'est formidable, parce que c'est le choix de la qualité, du petit nombre de pages, etc., contre le flot de trucs non critiques de tous les côtés. Alors c'est épais, c'est très bien travaillé, c'est 19 €, mais c'est trimestriel, donc il faut diviser en 3, quoi. Non, mais ce qui est frappant, c'est que ça marche. Oui. Les journaux se plantent partout. Que le lecteur existe toujours. Là, tout d'un coup, ils trouvent avec peu d'argent, mais le soutien des lecteurs. Quand on avait créé Libé, comme ça, après une gestion, il faut bien dire, calamiteuse ou hasardeuse, disons, au bout d'un an, on s'était retrouvé, la banque a dit, écoutez, on ne peut pas continuer quand même. On avait lancé un appel au peuple comme ça, et les chèques étaient arrivés par des sacs postaux entiers. Ce sont les lecteurs qui ont créé Libé, qui a donné cette force au départ. Et là, il donne les chiffres, Photorino dans ses interviews, la grande masse de l'argent qu'ils ont récolté est venue comme ça de confiance des lecteurs. Ça veut dire quelque chose de très très fort, quoi. Donc ça vraiment... s'appelle Zadig et c'est en kiosque, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Michel Lebris, votre livre Pour l'amour des livres, paru chez Grasset, Clara Dupont-Mono. Eh bien oui, car c'est notre actualité. C'est vous aujourd'hui, Michel Lebris. Notre activité. Donc, 3Z. 3Z. Et bientôt, il y aura un CH. C'est Pour l'amour des livres. Alors, vous avez écrit une grande déclaration d'amour à la littérature. Vizorek l'a dit tout à l'heure. Et moi, je trouve qu'en écrivant ce que vous devez à la littérature, vous écrivez un peu quand même qui vous êtes. C'est un peu le propre de toutes les déclarations d'amour, c'est qu'elles cachent toujours un autoportrait. Et je serais vous, Vizorek, j'y réfléchirai un petit peu à cette histoire. Donc on se dit, quel est l'homme qui se dessine sous son amour de livres? Eh bien moi, j'ai vu un homme révolté. Quand vous étiez enfant, Michel Lebris, enfermé dans votre maison humide face à l'océan, ouvrir un livre était déjà un acte de résistance. Ouvrir L'Appel de la forêt de Jack London, par exemple, que vous avez beaucoup aimé, vous propulsait, bien sûr, sur les plaines enneigées de l'Amérique du Nord, mais surtout vous propulsait loin de votre condition pas malheureuse, mais pauvre, faite d'une mère domestique, d'une grand-mère paralysée et de cette maison percée et sans confort. C'est-à-dire que ouvrir un livre, déjà, signait un acte de revanche sur le sort, en même temps qu'un moyen d'évasion. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, lorsque vous êtes devenu grand, lorsque vous avez fondé ce festival qui s'appelle Étonnant Voyageur, entre autres, faites-vous venir de l'Est en 1993, vous faites venir une trentaine d'opposants au régime communiste et qui demandent au micro, devant une assemblée pétrifiée, posent cette question, ils disent « Comment est-il possible que notre cauchemar soit encore vos rêves ?» Une question, une question magnifique et absolument glaçante. Donc vous aimez les frondeurs, vous aimez les subversifs, les courageux, mais vous n'aimez pas les idéologues ni les cogneurs. Non, vous aimez plutôt ceux qui bousculent l'ordre avec talent. Et voilà pourquoi vous vous attardez dans votre livre avec beaucoup d'admiration sur une poignée de génies qui ont mené une des plus grandes et magnifiques révolutions de l'histoire avec une élégance folle, qui sont un peu méconnues aujourd'hui et qui s'appellent les romantiques. Un jour, vous le racontez, vous vous trouvez face à une classe de lycéens qui visiblement se contrefoutent de la littérature et vous leur expliquez que les romantiques ont été les premiers punks de l'histoire. Je vous cite, « Savait-il que le romantisme avait été une formidable insurrection contre le monde ?» Et là, à ce moment-là, les élèves tiques se redressent, vous voyez une once d'intérêt quand même dans leurs yeux, et vous leur racontez la contre-culture qu'ont porté Gérard de Nerval, Delacroix, Lamartine, Hugo, Théophile Gautier, qui portait de longs cheveux assortis à ses pantalons, c'est-à-dire verts,
tout vert, et qui disait « Notre rêve est de mettre la planète à l'envers ». Et vous rappelez qu'ils ont écrit des pièces qui ont été huées, ils ont écrit des livres qui ont fait scandale, ils ont écrit des choses qui hérissaient les notables et qui sont tellement actuelles. Et entendez ce qu'écrivait Alfred de Musset en 1836, je cite « Alors s'assit sur un monde en ruine, une génération soucieuse. Ils avaient dans la tête tout un monde, ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins, et tout cela était vide. » Et voyez comme ça résonne avec la marche du climat, par exemple, qui a eu lieu récemment. C'est quelque chose qu'on pourrait lire et entendre de la part des jeunes d'aujourd'hui, cette phrase. Alors, au passage, je vous remercie, voire je vous bénis, de rappeler que les révolutions les plus profondes ont donc été orchestrées par des bourgeois. Donc, attention, pas la petite bourgeoisie que Flaubert exècre, non, mais plutôt le bourgeois dandy, qui vaut son poids de dynamite. Vous dites, et puis, ils inventèrent le peuple, ce qui n'est pas rien. Et en effet, c'est un bourgeois, Eugène Sue, qui le premier, en 1842, fait émerger littérairement le peuple. Avant lui, personne ne l'a fait. Eugène Sue se grime en pauvre, il s'acoquine avec un copain prof de boxe, il est quand même prudent, et il va vivre dans les bas-fonds de Paris pour raconter ce monde souterrain que la bien-pensance de l'époque ne veut pas voir. Cela va donner les mystères de Paris, ce sera un séisme, ça provoquera des émeutes dans les librairies et certains malades dans les hôpitaux attendront la fin du livre pour mourir. Donc c'est extraordinaire. Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est ce chahut que vous faites vivre et en refermant le livre, on a l'impression d'avoir longuement scruté une photo de vous. Alors en tout cas, on voit, on discerne sous le druide celtique, sous le capitaine de Chalutier, si quand même un peu, on voit un éternel dissident. Je vous redonne les références. Pour l'amour des livres de Michel Lebris est paru chez Grasset. Merci Clara Dupont-Mono pour cette lecture. Il est 17h52 à Saint-Malo. Michel Lebris avec nous. On va aborder ce dernier sujet. La littérature modifie notre cerveau et notre rapport aux autres. On connaît encore assez mal les effets de la lecture de romans sur l'activité de nos neurones. Mais lire des textes à valeur littéraire permet, d'après les chercheurs, notamment une meilleure lecture du comportement des autres. Bref, les livres jouent un rôle dans la meilleure compréhension d'autrui. Comme la prétention qu'il a toujours eue dans ses lectures, vous croyez peut-être qu'il lit le journal comme tout le monde. Ah, pensez-vous, des bouquins pleins de mal. Je rappelle les soirs où il nous emmerdait avec... comment qu'il l'appelait celui-là? Un gros qui avait un nom d'eau gazeuse. Apollinaris. Un sergent d'hiver de Henri Verneuil. C'est un article que nous avons trouvé sur slate.fr qui nous explique donc que la recherche est assez récente sur les bienfaits de la lecture de romans sur le cerveau et que ça permet une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure lecture de son regard. Les livres vous ont sauvé, on a compris, ça, Michel Lebris, vous nous l'expliquez. Et parmi tous les bienfaits, est-ce que vous pensez que les livres vous ont permis aussi une meilleure compréhension d'autrui ? C'est même ça la fonction de la littérature, et pas besoin de chercheurs. Pas besoin a priori de chercheurs pour le percevoir. Sauf le confirmer scientifiquement. Le sujet de tout roman, c'est une approche de l'autre et de la découverte de l'autre en soi, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Évidemment, je vois là les résultats très intéressants donc dans l'article. Restent toutefois parcellaires et appellent des recherches complémentaires. Bon, ok. Dans l'idée de voir que la littérature peut renforcer le lien social, notamment développer les aptitudes des détenus ou l'empathie chez les médecins. Vous avez fait un peu de tôle, vous, Michel Lebris, non? Mais enfin, si je me rappelle bien. Moi, je me souviens, écouter Bob Dylan dans les années 60, ça a développé quelque chose, effectivement. Toute la jeunesse du monde, quasiment, s'est reconnue dans ses chansons. Ah, la musique. Oui, mais c'est la musique qui unit les gens par le haut. Justement. Donc, intuitivement, sans aller chercher des neuros, je ne sais plus quoi, on peut quand même s'en douter un peu. C'est-à-dire, je me demande bien pourquoi on lirait des bouquins si il n'y avait pas cette énigme de l'autre au cœur de tout sujet. Ce mouvement de découverte. On pourrait s'arrêter à dire je prends un livre parce que j'ai peur de m'ennuyer, je prends un livre parce que j'ai envie de rêver. Non, mais oui, mais qu'est-ce que vous pensez du coup de ce qu'on appelle la littérature de, entre guillemets, divertissement? C'est-à-dire, ça, pour vous, elle exclut
Et ben ouais, du coup, c'est pas de la littérature ou ça en est quand même On dit la littérature de divertissement. Quand le roman romantique, puisque ce sont les romantiques qui ont inventé la forme moderne du roman quand même. Le roman du 18e était complètement différent, pas de dialogue, pas de référence. Il est né du théâtre de ce qu'on appelle le boulevard du crime. Vous savez, quand on chantait tuer les gendarmes et machin, n'empêche pas les sentiments. Tuer les mouchards et les gendarmes, ça n'empêche pas les sentiments, etc. C'est un truc populaire. Tous les prolos, etc., qui étaient là, applaudissaient à tout rompre. Le roman est né de ça, à ce moment-là. Tout le 19e c'est la liaison entre une littérature populaire et une littérature savante. Ils ne se distinguent pas. C'est après que va y avoir cette cassure. De cassure, il en est question, Michel Lebris. Oui. Parce que c'est l'heure du sketch, Michel. Bien sûr, Michel. On a envie de jouer avec vous. On vous a donné un rôle pour jouer avec nous. Tous les invités s'y collent. Attention, parce que vous avez créé ce festival à Saint-Malo, Étonnant Voyageur, on vous a invité des écrivains. C'est le truc rose. Et vous êtes le rôle. Vous êtes Michel Lebris, on ne vous a pas changé de rôle. Vous embarquez avec 3 écrivains connus. Alexandre Jardin, c'est Guillaume Meurice. Amélie Nothomb, c'est Charlotte Donat-Clair. Et je suis Michel Houellebecq. Comment ça se passe à 4 sur un bateau? Oui. Et alors, c'est qui? C'est moi Non, ça c'est moi et ça c'est vous. Attention, on y va, Michel. Terre. Alexandre, tu regardes du mauvais côté. On vient juste de quitter la côte. Ah d'accord, je ne regarde jamais du mauvais côté. C'est le monde qui est à l'envers. Amélie, Tabarly a dit une main pour l'homme et une main pour le bateau. Oui, alors Amélie Nothomb a dit une main pour le champagne, une main pour le chapeau. La mer, musulman. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il dit qu'il aime bien la mer parce qu'il n'y trouve aucun musulman. Au fond. Ouais, sauf au fond. Ah oui, ça ne s'arrange pas son islamophobie là. Dites-moi Alexandre, vous faites quoi là? Ah bah je le dédicace. D'accord, mais c'est pas un livre, c'est un goéland. Oui, mais comme ça mes mots vont s'envoler. Et si un de mes fans trouve le goéland, quelle merveilleuse surprise ce sera. Lui non plus, ça s'arrange pas. Bon allez hop, je fais un post Instagram, merveilleuse rencontre avec un volatile désormais unique, hashtag cadeau fait à mes lecteurs, hashtag mer, hashtag goéland, hashtag je chante la vie, hashtag je danse la vie, hashtag... Oui, bon d'accord, on a compris. Et toi, Amélie, tu fais quoi, toi? Bah, je récupère l'oiseau. Pour lire la dédicace d'Alexandre? Non, pour lire l'avenir dans ses entrailles. Non, mais ça suffit. Laisse Goéland tranquille. Oh là là, non, bien pensant. Oui, alors il dit que c'est une réflexion de bien pensant. Oui, enfin merci, j'avais compris. Alors que le vent s'engouffre dans mes cheveux, un couple de goélands m'arrête et me demande de lire un passage de mon livre. Oh là là, ça va être long. Attention, le vent se lève. Oui, il s'est déjà levé d'ailleurs. Merci Michel Lebris. Oh là là, on vous a fait comédien, dites donc, on vous fait tout faire. Oh là là, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle, c'était un plaisir. Partagez, le livre s'appelle Pour l'amour des livres, paru chez Grasset. Vous êtes, je rappelle, le créateur du festival littéraire Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Merci les amis, on se retrouve demain en direct de Lille avec Audrey Fleurot. C'est la fin de cette émission et Michel Lebris, nous vous laissons le mot de la fin. Il faut défendre ses opinions jusqu'à la mort s'il faut, sauf si on te démontre que tu as tort. Mais autrement, il ne faut jamais céder. Laissez-moi deviner. Vous avez envie d'une cuisine qui ne ressemble à aucune